Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va conclure mon top 20 jeux de tous les temps avec mes 10 premiers choix. Donc, un petit rappel, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu-là se retrouve dans mon top 20. Et puis, je vais aussi vous mentionner quelques éléments qui sont à considérer, quelques désavantages qui sont à considérer dans le jeu. Donc, encore une fois, aussi un rappel, si jamais je présente des jeux aujourd'hui que vous aimeriez voir un tutoriel ou une session de jeu, faites-moi en part dans les commentaires, mais je vais sérieusement le considérer. Parfait, donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec le numéro 10. Donc, mon numéro 10, c'est un jeu d'exploration de quand même grande envergure et en jeu de cartes. Donc, on va se mettre à explorer tout un monde, on va avoir des quêtes à faire, on doit se découvrir aussi en jeu de cartes. Donc, je parle bien entendu de Gloom of Killforth. J'aurais pu très bien inclure ou remplacer par Shadows of Killforth, mais j'ai préféré prendre l'original pour la démonstration, le premier tout. De toute façon, j'aime les deux de façon égale. Première chose qui saute aux yeux dans ce jeu-là, c'est l'art. L'art des cartes est phénoménal. Je pense sincèrement que j'ai jamais vu de l'art aussi beau que celui-là. C'est sûr que l'art, c'est toujours un choix personnel, mais pour ma part, là, les graphiques sur les cartes sont phénoménales. Pour moi, c'est mon top au niveau de l'art du jeu, là, dans l'art sur les cartes. Comme je vous avais dit, c'est une aventure épique. Donc là, on va avoir là, tout un tableau avec des endroits où aller chercher, là, où aller faire des quêtes. Puis c'est un système où on va chercher des mots-clés. Okay? Donc on va avoir une quête pour aller, une histoire, il y a une quête à faire, puis il va y avoir un gros méchant à la fin, comme tout bon jeu. Mais on va chercher des mots-clés là-dedans. Puis là, il va y avoir des pioches, on va falloir s'équiper, s'armer, se trouver des alliés, toute une aventure pour améliorer notre personnage pour pouvoir être capable d'affronter le gros méchant à la fin. Donc, il y a aussi un élément de temps là-dedans parce qu'à chaque tour, à chaque round, chacun des endroits va devenir gloom, dans le fond, ce qui fait un peu le jeu. Donc, va devenir un peu plus dark, puis ça va nous coûter, là, ça va être plus difficile de passer par ces terrains-là. Okay? Donc, j'ai super bien aimé. Puis, la rejouabilité de ce jeu-là est quand même dans le tapis parce que vous avez plusieurs personnages, vous avez plusieurs quêtes qu'on peut faire, plusieurs classes sur les personnages aussi. Et en plus de ça, ben, Shadows of Killforth, il est interchangeable avec celui-là. Par contre, ça m'amène un petit désavantage avec ça, c'est que l'interchangeabilité n'est pas tout à fait au point. Il y a certaines cartes que vous allez mélanger ensemble qui ne fitteront pas du tout. Si vous voulez garder la thématique du jeu, il y a certaines cartes ou certains paquets de cartes que je ne recommande pas de mélanger ensemble. Sur la chaîne, j'ai fait une session de jeu, puis à la fin de la session de jeu, de dernier épisode, je vous donne exactement quoi changer avec qu'est-ce que vous pouvez interchanger avec les deux jeux, puis qu'est-ce que, si vous voulez garder la thématique, qu'est-ce que vous devez garder séparé. Okay? Donc, pour ça, c'est pas tout à fait au point, mais n'empêche que c'est absolument rien qui m'empêche de vraiment apprécier le jeu, même s'il y a certains éléments qui ne sont pas interchangeables. Okay? Il y a aussi, c'est sûr que la recherche du mot-clé, des fois, ça peut être frustrant. T'sais, on a un paquet de cartes, on cherche le mot, je ne sais pas moi, monture pour une monture. Donc là, on va aller explorer, puis il faut bouger, il faut explorer, puis j'ai pas le mot-clé sur la carte. OK, on fait l'interaction, on fait l'encounter, après ça, on repasse un autre tour. C'est pas encore la bonne carte. Donc ça peut avoir un élément frustrant parce qu'il y a toujours la chance des dés. Il y a la chance des cartes, mais oui, il y a aussi la chance des dés parce que les combats, ça fonctionne aussi avec les dés. Mais ça, c'est quand même très fonctionnel parce que vous avez de l'équipement, vous pouvez avoir, il y a plein de façons de pouvoir là, vous aider avec les dés. Là. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment un désavantage, les dés, c'est plutôt la chance, là. Dans mon cas, en tout cas. Mais c'est vraiment les recherches de mots-clés qui, assez le fun, mais ça peut être frustrant. Mais heureusement, dans le jeu, ils ne mettent pas des cartes rares, là, que sur un paquet de 200 cartes, il y en a un mot-clé. Là. C'est quand même bien équilibré malgré tout. Mais ça peut arriver que ça va vous prendre un certain temps avant de trouver le fameux mot-clé que vous cherchez. Donc, ça serait le désavantage de ce jeu-là. Mais en tout et partout, là, c'est une aventure que j'adore puis que j'y retournerai n'importe quand là, dans ce monde. Puis d'ailleurs, un petit inside, il devrait avoir le Kickstarter de la troisième de la trilogie parce que le créateur, je pense qu'il veut faire comme une trilogie. Il y a le Kickstarter qui s'en vient, je pense que c'est en juillet ou à août. Donc cet été, vous allez avoir la prochaine itération qui va s'appeler Call of Killforth. Donc à ne pas manquer, moi je ne le manquerai pas, là, donc à surveiller sur Kickstarter. Donc mon numéro 10, c'est Gloom of Killforth. Mon numéro 9, c'est un jeu qu'on a commencé une campagne ensemble très très récemment. Ça se passe dans le monde de Warhammer 40 000, donc bien entendu, je parle de
Warhammer Quest Blackstone Fortress. Donc, ce jeu-là, je connaissais pas tellement ça, les Warhammer Quest auparavant. J'avais essayé il y a très longtemps Warhammer, là, vous savez, le classique avec les décors 3D, les gabarits, les miniatures, les champs de vision, tout ça. J'avais essayé ça, j'avais aimé, sauf que je trouvais ça tellement d'ouvrages de monter et faire créer, là, créer nos propres décors. Ça prenait là, comme pratiquement 2 heures se monter un personnage avec un système de pointage, feuilleter les livres, quelle arme qu'on va prendre, ça pour tout notre groupe, un contre l'autre. Donc, j'avais trouvé ça pas mal ardu, donc j'avais comme mis ça de côté. Mais récemment, j'ai vu que Warhammer Quest, c'est plutôt un style jeu de société. Donc, j'ai été agréablement surpris. Première des choses qui m'a vraiment surpris de ce jeu-là, ben, celui-là en particulier, c'est l'histoire. Comme vous savez, j'aime beaucoup la science-fiction, mais l'histoire où il y a une espèce de forteresse ancienne et mythique qui ressort de nulle part, on va l'explorer. La forteresse, elle est comme à moitié là, consciente, donc il y a comme une intelligence artificielle en arrière de ça. Puis là, surtout dans celui-là, les étages vont tout le temps changer. On peut rencontrer toutes sortes de choses. On doit faire des alliances avec d'autres races. Il y a des races dans le jeu-là qui sont ennemies dans le jeu Warhammer. Donc, il y a tout un endroit où on va se rassembler sur Précipice, qui est une station qu'on a faite pêle-mêle pour aller explorer vraiment cette immense forteresse. Donc, bref, l'histoire, je la trouve hyper intéressante puis fascinante. D'ailleurs, je pense qu'il y a un roman ou un livre qu'ils ont fait pour accompagner le jeu, pour vraiment rentrer dedans. Puis apparemment, c'est très bien fait. Là. Je vais essayer de me le procurer. Je serais bien curieux de lire l'histoire qui est jumelée à ça, parce que les personnages dans le livre, évidemment, c'est les personnages du jeu, en fait. Là. Donc, j'ai beaucoup adoré ça. Et aussi, Games Workshop, qui fait Warhammer Quest, est renommé pour leurs composantes de qualité. J'ai pas été déçu. Les miniatures sont vraiment top qualité. Puis j'ai surtout adoré le fait que je n'ai pas besoin de mettre de la colle tout partout. C'est vraiment là, c'est du push and fit. Donc on rentre là-dedans. Puis on peut mettre de la colle si on veut pour la solidité. Mais c'est pas obligatoire. Puis ça tient hyper bien. La qualité, elle est très bonne. Les détails, là, je pense que je vous l'ai montré récemment. On est en train de faire une campagne de ça. Je vous ai montré, là, sont vraiment détaillés. Ceux qui aiment peinturer, là, ça doit être une joie de peinturer ces miniatures-là. Donc, les composantes de très grande qualité de la réputation de Games Workshop ici, ben, elle ne fait pas défaut du tout. Ce qui m'a aussi grandement étonné, c'est que comparé au Warhammer que j'ai joué il y a longtemps, où c'était extrêmement complexe, les règlements pour les armes, c'est hyper facile à jouer. Vous irez regarder là, une des sessions que je fais de ce jeu-là, c'est lance les dés, succès critique, mouvement. C'est extrêmement simple à jouer. Ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à une chose hyper complexe, puis mais pas du tout. Donc, la jouabilité est très facile. On peut facilement et rapidement, surtout, rentrer dans le jeu, puis aller de l'avant avec l'aventure. Par contre, ce jeu-là, évidemment, n'est pas parfait. Les gros défauts que moi je peux y reprocher puis que j'ai vu aussi, c'est que les personnages là-dedans, il y a un manque de progression du personnage. On ne peut pas faire des level up. Okay? Les seules progressions qu'on a, c'est les équipements qu'on va acheter sur Précipice. Puis la plupart des équipements, ben, c'est une utilisation unique, puis on jette la carte. La plupart. Okay? Il y en a que l'on garde. Mais mis à part le côté là, inspiration qu'on peut avoir si on a un artefact sur certains personnages ou bien si on a assez d'inspiration, ça serait plutôt ça le côté là, qu'on peut progresser. Par contre, en général, lorsqu'on retourne à Précipice entre les missions, on revient. Là. Donc, c'est un petit peu, ça a été un peu mieux à développer. Petite parenthèse, là, le plus récente itération, là, c'est Cursed City qui est sortie récemment. Controverse avec ça, ils ont cessé immédiatement la production, on ne sait pas trop pourquoi, donc ça a déçu bien du monde. Mais au moins dans ce Cursed City, il y avait une façon de progresser qui est un peu mieux de celui-là. Okay? Donc, mais voilà, ça c'est une des choses qui aurait pu améliorer, mais pour moi, c'est pas si pire. C'est vraiment des aventures rapides. Donc, boum, c'est vraiment une aventure d'action. C'est pas une aventure où on doit réfléchir. C'est du combat tactique sur Hexagone qui est très facile là, à naviguer à l'intérieur, puis les règlements sont extrêmement simples. Aussi, ce qui est très décevant, c'est que Games Workshop, un peu moins pire que Curse City, mais ce jeu-là est hors d'impression. Les expansions aussi le sont. Vous pouvez vous les procurer sur le marché secondaire à fort prix.
Je pense que Games Workshop aime beaucoup créer de la rareté dans leurs produits. C'est pas une mauvaise chose, c'est leur façon de faire, sauf que quand on sort un produit, on se l'arrache tous. Vous savez, là, il sort un jeu comme ça, Warhammer Quest, puis ça sort des magasins, puis il n'y en a plus, puis assez les trouver par la suite, là. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement dispendieux les avoir. Aussi, c'est la seule chose que je peux aussi mentionner pour ce que j'ai pas aimé, c'est que pour avoir la suite des événements, il y a une des expansions, je pense que c'est la troisième, parce que comment c'est fait si vous avez la boîte de base, deux petites expansions, une grosse boîte d'expansion, deux petites, puis une dernière grosse boîte. Bien, après les deux premières petites, c'est l'expansion du milieu qui continue l'histoire, qui fait avancer l'histoire. Cette boîte-là, elle est nécessaire pour tout le reste qui vient après. Et évidemment, c'est cette boîte-là qui est le plus rare à trouver. Donc, vous trouvez des expansions sur le marché, mais vous n'avez pas la boîte du milieu d'Escalation qui fait que vous ne pourrez pas jouer avec. Donc, ce côté-là, le fait qu'ils ont créé de la rareté, ça a créé tout ce problème-là. Tu sais, en fait, j'ai pas vraiment de problème avec avoir une expansion qui est absolument nécessaire pour le reste. Ça va. Dans le jeu de la boîte de base, vous en avez amplement pour votre argent. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dedans. Par contre, si vous voulez aller plus loin puis voir toute la trilogie puis vous tripez vraiment sur le jeu, vous voulez aller plus, ben il faut sortir de l'argent. Il faut sortir le portefeuille parce que Escalation n'est pratiquement pas trouvable et ça coûte une fortune. Donc ça, c'est le gros désavantage de ce jeu-là. Oui, bien fait, oui, on en veut plus, mais il n'y en a pas plus, ils n'en ont pas fait beaucoup, puis ça coûte extrêmement cher. Donc tout ce qu'on veut avoir, ben ça nous a été enlevé là, par rapport à ça. Mais bon, ça n'empêche pas que ceux qui l'ont, puis ceux qui peuvent, si vous pouvez vous le procurer, c'est un excellent jeu que je recommande, puis c'est vraiment intéressant. L'histoire, elle est super bonne. Puis, au pire des cas, suivez la chaîne. On va continuer la campagne. On va la faire là, le plus qu'on peut ensemble. Je ne les enchaînerai pas tous là, un à la fois pendant 6 mois, là, mais on va prendre des petites pauses. On va faire un petit peu la campagne ensemble. Puis, donc, vous pourrez au moins la suivre avec moi là, sur la chaîne. Donc, voilà, c'est mon numéro 9, Warhammer Quest Blackstone Fortress. Mon numéro 8, c'est mon tout dernier exploration de donjon. Il n'y en a pas d'autres sur ma liste, donc ce qui fait de lui mon top de tous les temps de ce genre-là. J'ai joué et rejoué, j'ai joué à fond à son prédécesseur qui était un thématique espace. Je parle de Sword and Sorcery. Son prédécesseur, pour en parler brièvement, Galaxy Defenders, c'était mon tout premier Kickstarter ou presque. J'avais été all-in, j'avais reçu toutes les boîtes. L'histoire était phénoménale. On se faisait attaquer. En passant, c'était un combat tactique sur Hexagone, très bien fait avec des soldats et tout ça. Le système de progression était vraiment. On pouvait s'équiper là-dedans. Puis c'était hyper bien fait. On se faisait attaquer, donc on les sortait de la Terre. Deuxième boîte, on allait sur la Lune parce qu'ils avaient fait une base sur la Lune pour les enlever de là. Et la troisième boîte, on allait sur leur planète-mère, les liquider à cet endroit-là. Mon groupe de jeu, ensemble, ça nous a pris à peu près là, 2 ou 3 ans faire toute la campagne de A à Z. C'était là, épique, c'était nos soirées là, vraiment génial. Mais quand j'ai vu qu'ils ont sorti une version fantastique de ça avec des mécaniques un peu améliorées, il fallait que je l'aille. Sur le coup, j'ai pas pu kickstarter les campagnes originales faute de budget. Par contre, par la suite, là, je suis allé me les procurer. Puis d'ailleurs, j'attends le tout dernier Kickstarter, le Ancient Chronicles, qui est un prequel. Donc, l'histoire se passe avant l'histoire d'ici, qu'on va sûrement faire sur la chaîne. Là, j'attends après ça pour pouvoir là, vous le présenter. On va faire un unboxing aussi, c'est évident. J'adore là-dedans, c'est le système d'intelligence artificielle. Donc, quand on joue en coop contre le jeu, c'est vraiment une version top améliorée de Donjons et Dragons, là, le système d'aventure. Vous savez, là, dans le dernier vidéo, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, la mention honorable, c'était les systèmes de jeu Donjons et Dragons, ce qui avait une intelligence artificielle bien fait pour les étapes. S'il est à telle distance, il fait ça. Celui-là va l'amener vraiment beaucoup plus loin, vraiment, vraiment bien fait. La progression des héros là-dedans, tout comme son prédécesseur, est super bien fait. J'ai vraiment là, adoré. Même aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas juste un dungeon crawl où on fait un scénario, on passe au suivant. Il y a une histoire là-dedans. On a des choix à faire dans cette histoire-là. Donc, on va arriver avec une situation, puis on va avoir des choix à faire qui vont avoir des répercussions. Donc, tout ça ensemble fait que pour moi, c'est mon top dungeon crawl de tous les temps. Sword and Sorcery. Par contre, il y a énormément de règles, petites règles complexes dans ce jeu-là. Par rapport à son prédécesseur, il est un petit peu plus compliqué celui-là. Il y a beaucoup de règles avec ça.
Le niveau de complexité est un cran ou deux plus élevé que les autres habituellement, là. Et je pense même, à mon humble avis, est un petit peu plus complexe que Gloomhaven aussi. Passant, Gloomhaven ne sera pas sur mon top 20. J'ai rien contre le jeu, je l'aime beaucoup. C'est pas dans mes 20 préférés, ça a beaucoup de lacunes pour moi. C'est trop gros, trop immense. J'ai pas aimé la répétitivité des scénarios. Bref, je parle pas ici de Gloomhaven, je parle bien de Sword and Sorcery. Aussi, il y a la rejouabilité, par contre, elle est mieux que son prédécesseur Galaxy Defenders parce que vous avez une histoire avec des choix. Okay? Galaxy Defenders, il y avait 5 soldats. On pouvait prendre ces 5-là. Avec les expansions, il y en avait d'autres, mais il y avait des classes, puis ça s'arrêtait à là. Avec celui-ci, vous avez plus de choix de classes. Donc, la rejouabilité se fait avec les autres personnages que vous voulez essayer. Okay? Il y a aussi un autre élément de la rejouabilité qui fait que le livre d'histoire, vous avez toujours des choix. Donc, vous pouvez toujours recommencer l'histoire puis faire des choix différents pour voir qu'est-ce que ça donne. Par contre, je ne vous cacherai pas que, de toute façon, moi, ça m'importe peu que ce soit un rejouabilité minimum parce que la campagne, elle est tellement longue à faire que ce n'est pas des campagnes que je vais jouer à répétition. Je vais en faire une grosse campagne. Ensuite, là, je vais prendre un bon break, puis je vais peut-être en refaire une autre avec un autre groupe d'amis différents. Donc, c'est vraiment là, c'est pas tout à fait un one-shot parce que tout le long, je vais avoir beaucoup de plaisir à le faire. Je vais probablement le rejouer une deuxième, peut-être une troisième fois, mais c'est pas quelque chose que je vais jouer là. C'est pas comme un petit jeu qui se joue facilement une heure puis qu'on va répéter plusieurs fois là. Donc, je pense que sa durée de vie sur ma tablette va être assez longue parce que le temps que je fasse passe au travers, puis peut-être une deuxième fois et peut-être une troisième fois est assez long. Mais pour moi, il est assez de bonne qualité, puis assez rejouable, puis assez de profondeur pour que ce soit mon top exploration de donjon. Donc, dernière chose aussi, c'est que le setup, il est très ardu pour ça, comme son prédécesseur. Il y a beaucoup de choses à préparer, les cartes, les jetons, remettre le tout en place avec les personnages, qui avait quoi, remettre qu'est-ce qu'on avait, les cartes avec ça. Bref, le temps de mise en place est extrêmement long, donc, mais pour moi, ça vaut la peine. Quand que je me donne, là, puis j'ai le goût de jouer à Sword and Sorcery, là, ça va prendre le temps que ça prendra, là, je vais embarquer dedans, puis ça va juste me monter le hype pour pouvoir jouer ma partie et faire mon scénario. Là. Donc, voilà. Donc, c'est mon numéro 8, Sword and Sorcery. Donc, mon numéro 7, c'est un jeu qu'il ne faut pas s'y aux apparences avec celui-là. À première vue, ça a l'air d'être un petit jeu tout cute pour enfants, mais non, non, pas du tout. C'est un jeu de engine building assez bien fait. Je parle bien entendu de Everdell. Donc, je n'ai pas la boîte d'Everdell. J'ai vendu ma copie pour aller me procurer la version Kickstarter des expansions pour avoir toutes les versions là, de luxe. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus la copie avec moi. Quand je vous disais que ce jeu-là, il faut passer aux apparences avec les petits animaux de la forêt qui sont super bien détaillés, super bien faits. L'art sur les cartes, elle est très très belle, magnifique même, digne d'un vraiment un beau conte pour enfants. Mais le jeu en tant que tel, il est compliqué. En fait, je ne peux pas dire qu'il est compliqué. C'est que c'est un vrai engine building où on a des ressources pour aller chercher des cartes, pour pouvoir aller chercher des objectifs qui vont nous donner des points. Donc, c'est toute une escalade de tout ça. Mais ce que je trouve là-dedans, c'est que les mécaniques sont bien équilibrées. C'est un vrai pur et dur engine building, donc il n'y a pas d'autres mécaniques par rapport à ça. La durée d'une partie dans ce jeu-là est vraiment parfaite. Okay? On ne parle pas d'un jeu qui est trop long. Ça ne va pas ça va pas continuer pendant des heures et des heures. Mais c'est pas trop court non plus. Ce que vous en voulez plus, vous allez jouer 2-3 parties de suite. C'est juste parfait, juste le bon niveau de complexité, juste la bonne longueur. Vraiment, là, c'est un jeu qui est vraiment bien équilibré. En fait, je peux qualifier le jeu de Everdell, c'est un équilibre parfait entre la beauté du jeu, l'art, les mécaniques bien faites, la durée du jeu. Puis, bref, tout est de haute qualité dans ce jeu-là. Même les composantes, là, les petits fruits qu'ils vous donnent là, sont tout un petit peu squishy en caoutchouc, super bien fait. L'arbre en 3D, là, c'est magnifique à voir. Même dans la version de luxe, c'est un arbre en bois, un vrai bois là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment un jeu qui vous en met plein la vue. Puis aussi, vous en avez beaucoup à absorber aussi avec les mécaniques. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce qu'il faut faire attention comme désavantage,
c'est qu'à un moment donné, comme dans tout, surtout celui-là, vous allez avoir un genre de, ils appellent ça analysis paralysis. Vous allez avoir vos cartes entre vos mains. Vous allez voir les cartes que vous pouvez acheter, où est-ce que vous pouvez aller. Mais dans votre tête, c'est parce que ça vous prend telle carte pour aller chercher telle carte, mais il faut faire le match de ces deux cartes-là pour aller chercher cet objectif-là. Mais cet objectif-là serait peut-être faisable si on va chercher telle ressource pour ensuite aller jouer cette carte-là pour aller chercher telle. À un moment donné, au début, ça va bien, mais plus la partie avance, plus vous allez vous creuser la tête. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se fier aux apparences, parce que le jeu, il a sa complexité, puis tellement complexe que ça peut vous paralyser tellement qu'il y a de choix d'options, puis vous allez commencer à calculer là, tous vos coups d'avance, un peu comme aux échecs. Donc, à faire attention là-dessus pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête dans un engine building. Ben celui-là, il est peut-être un petit peu plus complexe pour vous. Ce n'est pas parce que la beauté des petits animaux de la forêt. C'est un jeu quand même assez, niveau de difficulté assez avancé, je dirais. Par contre, suite à ça, ce qui m'amène aussi, c'est que le engine building, il pourrait être un petit peu plus streamline. Oui, il y a la complexité, mais il y a des petits symboles. Ça prend tel animal pour avoir telle bâtisse, tel endroit, puis avec ces endroits-là, ça fait des matchs ensemble. Donc, la complexité, c'est déjà, je viens de dire que c'est très compliqué, mais le fait que c'est une coche de plus que les engine builders en fait de complexité avec l'analysis paralysis fait que ça aurait pu être un petit peu plus peaufiné selon moi. Là. Il y a peut-être des cartes là-dedans parce que oui, il y a un bon équilibre pour le jeu, mais il y a certaines cartes qui vous seront inutiles. Il y a d'autres cartes qui ne vous donneront pas grand-chose, à part quelques points, puis c'est tout. Donc, oui, il y a beaucoup de choix là-dedans, ça fait de la variété, tout ça. Sauf que je pense qu'il aurait pu être une petite bit mieux. Mais honnêtement, je ne connais pas de engine building parfait. Selon moi, c'est mon top pur et dur engine building. Malgré ses défauts-là. Donc, je vous recommande très fortement, commencez par le jeu de base, à en avoir beaucoup à absorber avec ce jeu-là, au niveau du jeu de base. Les expansions par la suite, ça ne va pas aider la complexité, ça va le rendre un peu plus complexe, mais si vous rentrez dedans, puis si vous aimez le jeu, puis vous adorez ça, vous allez comme ça va juste en donner plus. On va en avoir plus sous la dent. La première expansion, ça va vous donner un étang avec des ambassadeurs, avec des perles, d'autres ressources. L'expansion numéro 2, ça va vous envoyer un lapin qui va aller faire des aventures dans les montagnes. Ensuite de ça, vous allez avoir une autre expansion, ce qui va avoir un festival dans le nord. Plus ça avance, plus ça va ajouter des règles, de la complexité, mais plus vous allez être immersé dans ce monde-là. C'est vraiment, comme je dis, on sent comme dans une fable, un conte de La Fontaine. Là, on sent vraiment là-dedans pour Everdell. Donc, je vous recommande fortement. Puis en plus de ça, le jeu solo se joue super bien. Donc, si vous avez une soirée que vous n'avez pas personne, étant donné que la durée du jeu elle est très bonne, ben le solo, ça va être parfait pour vous. Le temps de setup n'est pas tant élevé que ça, donc c'est juste parfait. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui fait que c'est bien équilibré, pas trop long, pas trop difficile à faire la mise en place. Oui, la complexité est là, donc vous allez avoir la complexité d'un jeu, si vous voulez un petit peu là... un niveau de difficulté plus élevé, bien, vous l'avez là-dedans. Vous avez des expansions qui vont en mettre plus, vous l'avez. Donc, les composantes, les belles composantes, vous l'avez. Donc, c'est vraiment un jeu qui est bien équilibré, bien parfait, malgré des petits défauts au niveau du engine building, selon moi. Là. Donc, voilà, c'est mon numéro 7, Everdell. Mon numéro 6, c'est un jeu qui est aussi épique que sa franchise. C'est un jeu qui est asymétrique, donc ça se joue à 2 ou à 4, mais 4 joueurs, je ne vous recommande pas du tout. C'est vraiment 2 joueurs qui doivent être joués ce jeu-là. Je vous parle bien entendu de War of the Ring. Donc, ce jeu-là, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui serait arrivé si Gimli et Legolas seraient partis chacun de leur côté de la communauté pour aller influencer leur peuple de participer à la guerre? Qu'est-ce qui serait arrivé si Boromir aurait survécu tout au long? Qu'est-ce qui serait arrivé si Aragorn aurait tout simplement été là, dans le nord chercher de l'aide avec ses Rangers à lui? Toutes les situations là, qui seraient possibles à faire dans ce jeu-là. Donc, ce jeu-là, il va vous mettre là, au tout départ, vous allez commencer dès que la communauté est formée à Rivendell avant de partir à l'aventure pour aller jeter l'anneau dans la montagne de feu. Mais à partir de là, tout vous appartient. Tout va changer. Vous allez créer votre propre histoire qui va être différente à chaque fois. Jeu très asymétrique. Vous avez le peuple de Sauron qui, eux, vont gagner de 2 façons. Soit qu'ils vont prendre 10 points de forteresse et c'est difficile à faire parce qu'il y a toutes des règles de siège.
lorsque les gens vont arriver, le peuple de la Terre du Milieu peuvent se embarquer dans leur forteresse à l'intérieur, puis se barricader là, puis vraiment tenir le fort très très longtemps. Donc ça va prendre beaucoup de punch puis d'attaque. D'ailleurs, leurs troupes sont illimitées là-dedans. Vous pouvez recruter des troupes là, jusqu'à ce que sans fin. L'autre façon de gagner, c'est de corrompre l'anneau. Corrompre là, Frodon et Sam d'une façon quelconque. C'est que le système de ce jeu-là, c'est que vous allez avoir des dés que vous allez lancer, puis ces dés-là vont déterminer les actions que vous pouvez prendre durant ce tour-là. Le peuple de Sauron commence avec un bon bassin de dés au tout début, mais la plupart de ces dés-là, vous devez choisir combien vous soumettez à trouver l'anneau. Autrement dit, vous mettez des dés de côté, puis dès que Frodon tente de bouger sur la carte, bien, plus il y a de dés, plus il y a de chances de se faire découvrir. L'anneau est découvert, là, c'est possible de donner des points de corruption à ce moment-là avec des cartes, des événements, toutes sortes de choses. Donc, vous avez cette façon-là, mais si vous faites trop ça, si vous concentrez vos efforts trop sur la corruption, vous n'aurez pas assez de troupes pour vraiment défoncer les forteresses. Donc, c'était vraiment un équilibre entre ces deux choses-là que vous devez manager. Côté de le peuple de la Terre du Milieu, eux, ils ont aussi deux façons de gagner. Vous pouvez gagner aussi en conquérant des forteresses du peuple de Sauron. Vous n'avez que 4 points de forteresse à faire, mais c'est extrêmement difficile parce que vos ressources à vous, première des choses, ils sont très peu sur la carte. Puis deuxième des choses, ils ne sont pas illimités. Dès que des unités sont enlevées du jeu parce qu'ils ont été tués, ils sont remis dans la boîte. Ils ne sont pas redisponibles à être recrutés par la suite. Donc ça, c'est un gros désavantage que vous avez. Donc, vous devez vraiment faire attention à vos troupes et pas les laisser partir, là, vraiment bien les gérer. Aussi, l'autre façon, c'est évidemment d'amener le jeton de Frodon à la montagne de feu puis être capable de jeter l'anneau. Mais là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés en chemin là-dessus. Vous allez vous faire découvrir, vous allez avoir des événements. D'ailleurs, une des difficultés de ce jeu-là, c'est que il y a une certaine complexité, mais ce n'est pas une complexité là, insurmontable. C'est surtout, ce que vous allez avoir la difficulté, c'est de tout suivre. Il y a beaucoup de choses à ne pas oublier parce que vous allez avoir la communauté de l'anneau, surtout en principe. Là, il y a 9 membres de la communauté de l'anneau, comme on sait, mais dès qu'il y en a un qui sort de la communauté, que vous pouvez faire en tout temps, donc comme je vous dis, vous créez votre propre histoire, à ce moment-là, il ne peut pas revenir dans la communauté, mais la carte du personnage est mise de côté, puis elle a des habilités, cette carte-là. Et les membres de la communauté, vous pouvez toutes les sortir si vous voulez. Donc, vous avez un potentiel d'avoir 7, 8, 9 cartes de personnages avec tous des habilités différentes à surveiller, sans compter les cartes d'événements que vous allez avoir, que vous mettez de côté pour des choses à faire plus tard ou à surveiller, ou des avantages que vous avez jusqu'à ce que X situation arrive. Donc, c'est vraiment ça la difficulté, c'est de tout gérer et de ne pas oublier rien de tout ce que vous jouez là-dedans. Mais je vous dirais que le feeling, l'ambiance qu'on a dans ce jeu-là, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux, là, film et aussi les bouquins. Donc, vous créez votre propre histoire, le Seigneur des Anneaux. Les composantes de ce jeu-là, les figurines sont so-so, c'est pas la tout cassée, c'est des figurines toutes molles, les épées pliées, là, c'est le festival de ça là-dedans. Mais par contre, là, c'est sûr que vous pouvez toujours aller chercher la version Deluxe qui est extrêmement chère, là, la version là, épique de ce jeu-là. Là. Je pense qu'ils en ont fait que quelques copies, mais c'est quelque chose, c'est une œuvre d'art. Là. Mais ça fait très bien l'affaire. Mais c'est ça. Donc, ce jeu-là, vous allez vraiment vivre là, le Seigneur des Anneaux. Puis en plus, avec les expansions, ils vont vous donner encore plus de possibilités. Est-ce que vous voulez avoir une armée d'araignées? Est-ce que vous voulez avoir les pirates corsaires qui prennent plus d'ampleur? Est-ce que vous voulez avoir plus les hommes dans les montagnes, les morts vivants? Vous pouvez en mettre plus sur la carte. Les aigles, vous en voulez? Ça peut être possible de les amener en jeu. Donc, toutes ces des choses possible à faire avec les expansions en plus. Donc, mais je vous mets en garde, là, prenez bien le temps de bien connaître le jeu de base avant de vous lancer dans les expansions. Ça ajoute une complexité énorme. Vous ne pouvez pas arriver et acheter des expansions puis commencer à jouer tout de suite avec eux autres. Il faut vraiment une courbe d'apprentissage assez élevée avec celui-là. Là. Donc, aussi, la durée des parties, bien évidemment, c'est très long. On parle vraiment d'une après-midi complète, là, ou peut-être même un peu plus. Et encore plus si vous ajoutez les expansions à ce moment-là. Là. Donc, soyez avertis, c'est un jeu qui prend énormément de temps à jouer. Le temps de mise en place aussi va avec. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place sur la carte. Les troupes à mettre au tout départ. C'est pas aussi pire qu'Axis and Allies, il n'y a rien de pire que ça, mais celui-là, là, il ne laisse pas sa place non plus. Donc, il y a cette barrière-là qui est là. Mais grosso modo, là, si vous avez l'expérience Seigneur des Anneaux, là, le voici dans cette boîte. Là. Donc, mon numéro 6, War of the Ring.
Mon numéro 5, c'est une autre grande franchise. C'est un jeu qu'on a fait toute la campagne au complet tout récemment sur la chaîne. Ça m'a beaucoup surpris de le retrouver aussi haut sur ma liste, mais en regardant mes jeux, mes choix de jeu, j'ai pas le choix de le mettre là. L'expérience que j'ai vécue avec ce jeu-là est vraiment phénoménale. Ce jeu-là, il est loin d'être parfait, mais il se retrouve quand même dans mon top 20 à ce niveau-là, au numéro 5. Je parle bien sûr de Aliens, Another Glorious Day in the Core. Donc, tout comme Le Seigneur des Anneaux en boîte, mais ça, c'est le Aliens deuxième film en boîte. Je pense qu'il n'y a pas de jeu sur le marché qui va accoter le sentiment du deuxième film que celui-là. C'est du combat tactique. Par contre, du combat tactique où vous avez une campagne qui va suivre les éléments du film. C'est pas aussi libre que Le Seigneur des Anneaux au niveau de continuer l'histoire, parce que les scénarios qu'ils vous proposent, c'est vraiment des petits segments, les petits segments du film. Mais écoutez, il y a des mécaniques là-dedans qui sont originaux. L'ambiance, c'est un jeu le fun. Un jeu, là, c'est ce qu'on appelle en anglais Beer and Pretzels, qu'on a du fun, puis c'est pas trop complexe, puis on gère, puis on lance des dés, puis on tue des aliens, puis on a un sentiment de stress, puis on a quelque chose, une situation à gérer, puis tout est là. Donc, tous les éléments de plaisir d'un jeu là, vraiment léger, puis un jeu de combat, puis un dice chucking, c'est bel et bien là-dedans qu'on le retrouve. J'ai beaucoup aimé la mécanique là, de gestion du paquet de cartes qui est en même temps notre vie, notre équipement. Donc, ce paquet-là qui est tout pour nous. Avec le temps, dans la campagne, on vient y faire attention, puis c'est précieux pour nous, puis on a des événements là-dedans qu'on cherche à vouloir retrouver. On sait qu'ils sont là, il y a des armes qu'on veut sortir, il y a des cartes qu'on sort juste pour avoir le symbole, pour savoir qu'est-ce qui se passe selon notre personnage. Donc, ce paquet de cartes-là, c'est votre monde dans ce jeu-là, puis c'est votre meilleur ami pour ce qui se passe, puis c'est vraiment là, c'est comme souvent un équipement de survie, là, mais c'était ça, il faut faire attention à ces cartes-là parce que c'est la vie ou la mort pour nous dans ce jeu-là. Donc j'ai beaucoup aimé ces mécaniques-là qui est vraiment originale, là. La rejouabilité, elle est très forte malgré le fait que c'est des scénarios qui suivent le film. Vous avez là, ce qu'on n'a pas vu sur la chaîne, c'est que vous avez des situations, des jeux où c'est des bug hunts. Donc, il vous donne une carte, puis il vous donne des Marines, puis passez au travers le deck au complet de sortie d'Aliens, puis survivez ça, dans le fond. Fait que c'est vraiment là un jeu un peu un genre de tower defense où ce qu'on défend nous-mêmes. Donc, c'est de survivre tout au long de ça. Donc, encore une fois, juste cet élément-là, ça va tout à fait dans les cordes du film Alien. C'est vraiment là une bonne thématique. Juste ce principe-là, c'est une bonne thématique du film Aliens en partant, là. Le combat tactique là-dedans sont très simples. On ne se casse pas la tête là, à calculer là, au niveau des carrés, le mouvement. Donc, c'est pas très complexe. D'ailleurs, ça m'amène, par contre, là, la complexité n'est pas là. C'est pas un jeu très complexe. Par contre, un gros désavantage que j'ai trouvé, c'est que le livre d'instruction, il manque beaucoup de choses. Il y a souvent, si vous suivez la campagne que j'ai faite, il y a souvent des moments où je me posais des questions. Puis on avait toujours la réponse au prochain épisode. Le temps que je cherche qu'est-ce que ça en était, puis trouver la fac et tout ça. Donc, c'est sûr que plus on joue, plus on apprend, puis plus on connaît le jeu. Mais au départ, là, il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans le livre d'instruction, qui fait que vous allez souvent arrêter pour se poser des questions. Puis, si vous ne prenez pas le temps de chercher, mais ça va faire sortir des règles maison. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des règlements maison pour ces choses-là, mais on aurait aimé ça d'avoir là, le jeu complet puis bien fignolé, mais c'est pas le cas. Il n'est pas très bien fignolé, mais encore une fois, ça représente la tactique d'un militaire qui go, vite. Mais c'est un peu comme ça que les règles ont été sorties, je pense, là. Une autre chose qui va être une barrière à l'entrée pour vous, c'est vraiment les miniatures là-dedans. Le plastique est cheap. C'est un plastique qui casse facilement. Les miniatures sont très difficiles à coller parce qu'il faut les coller. Des petits morceaux. Vous avez une petite tête de Marines qu'il faut coller sur le petit corps qu'il y a là. Puis si vous avez vraiment des gros doigts, vous allez avoir énormément de difficultés. La queue des aliens qui est ça de long puis qui tient vraiment par un seul petit point. Vous allez garder votre doigt longtemps sur la queue pour la tenir avec la colle. Il y en a beaucoup à faire. Donc, c'est une grosse job de monter les miniatures dans ce jeu. Une grosse job ardue, sérieux, là. C'est sûr que le visuel, le look, il est bien fait, il est beau. Ils ont au moins la délicatesse de mettre les aliens en noir et non pas en vert ou en gris. Donc, on a vraiment là... les aliens manquent... D'après moi, vous n'avez pas besoin de les peinturer, à moins que si vous avez des morceaux de la colle qui dépassent, quoi que ce soit, mais le jeu est très bien fait comme ça. Les Marines, ce serait un petit peu plus beau peinturé, mais encore une fois, la difficulté là-dedans, c'est vraiment de les monter. Mais une fois qu'ils sont montés et qu'ils sont beaux,
c'est super. Donc, si vous pouvez passer au travers de cette barrière-là, là, vous allez avoir quelque chose de quand même bien. Là. Mais je pense qu'au niveau à ce niveau-là, selon moi, ils ont fait ça pour vraiment économiser de l'argent, pour que le jeu soit plus abordable, parce que s'il y avait des miniatures de très grande haut de gamme, le jeu aurait été beaucoup plus cher. OK? Vous avez aussi, là, au niveau des expansions, ce qui est bien là-dedans, c'est que l'expansion va continuer l'histoire, puis va vous en ajouter plus. Là, vous allez avoir la reine qui va faire sa sortie là-dedans. Vous allez avoir le Power Loader, où ce que Ripley était dans le robot. Là. Vous allez avoir quelques personnages clés, dont Bishop, que si vous suivez la série, là, petit spoiler, j'ai beaucoup adoré Bishop. Ça a été mon MVP de la série. Vous les avez dans les expansions. Donc, mais heureusement, les expansions ne sont pas trop chères, sont encore sur le marché, sont très trouvables. Mais encore une fois, il va falloir monter les miniatures et ainsi de suite. Il y en a moins que la boîte de base, mais bon, c'est quelque chose de bien. C'est un bel ajout, en fait. C'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais c'est pas quelque chose que je vous le recommande quand même parce que ça l'ajoute ça de plus dans le jeu. Ça prend la campagne de base que vous avez ici, puis ça va faire une étendue de ça. Ça va agrandir la carte, ça va vous en donner plus. Là, okay? Donc, je vous recommande les expansions avec ça. Si vous pouvez les trouver, là, ça va donner vraiment un bon oomph à votre jeu. Mais le jeu de base, là, vous en avez amplement pour votre argent, puis il est très bien comme il est aussi. Là. Parfait. Donc, voilà. Donc, c'est mon numéro 5, Aliens, Another Glorious Day in the Core. Donc, pour mon numéro 4, c'est une autre très grande franchise. Ce n'est pas une franchise cinématographique, en tout cas, pas à ce que je sache. Mais, donc, toute liste qui se respecte de jeux préférés doit avoir un jeu de Cthulhu quelque part là-dedans. Mais pour moi, c'en est un. Il est un petit peu controversé parce que vous allez soit aimer, soit adorer, soit détester celui-là, je pense bien, là, dans ce que j'ai vu dans les forums et les opinions. Je parle bien sûr de Eldritch Horror. Donc pour moi, c'est le meilleur de la franchise. Pourquoi? Parce que il prend Arkham Horror, qui est une ville, puis qui l'amène dans l'aspect global, mondial. Moi, j'aime ça, les choses grandioses. Ben, lui, dans le fond, il va vraiment extensionner le tout sur la planète au grand complet. Et ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Puis aussi, il y a des mécaniques là, qui est un petit peu plus streamline, un peu plus facile, là, mieux fait, selon moi. Donc, pour moi, c'est comme une itération de Arkham Horror, mais en mieux fait. Et aussi, sans compter la troisième édition que j'ai vue. J'ai pas joué à la troisième édition, mais ce que j'ai vu, j'aime pas, je déteste. Je préfère vraiment celui-là. Pour moi, c'est mon préféré, celui-là. Là-dedans, vous allez avoir une grande notion de coopératif. Je pense comme dans tous les jeux de Arkham ou Eldritch, vous devez travailler ensemble. Petite parenthèse, faire attention au Alpha Gamer, celui qui va dicter aux autres quoi faire, où aller, puis quoi faire. Là. Mais il faut vraiment là, partager nos forces, puis il faut vraiment se concerter pour bien gérer les situations qui sortent, parce que oui, à tous les tours, vous allez avoir là, des situations loufoques, des situations très difficiles à gérer. Ce jeu-là ne pardonne pas. Okay? Donc, je me souviens très bien d'une des parties que j'avais, là, où on avait un des joueurs là, qui a été malchanceux tout le long. Après 3 rounds, là, il était aveugle, il était paranoïaque, il avait le dos cassé, puis il était hanté. Donc, il y a une panoplie de conditions qui peut vous arriver. Très difficile, extrêmement difficile, un gros défi à réussir. Comme je dis, j'ai réussi seulement qu'une seule fois. Par contre, la rejouabilité là-dedans, elle est énorme. Là, par contre, peut-il faire attention, si vous avez la boîte de base seulement, la rejouabilité, elle est nulle. Okay? Ça, je vous avoue, là, au tout début, quand je l'ai acheté la première fois de tout, je me suis demandé si j'ai fait la bonne chose parce que les paquets de cartes du jeu de base là, pour les événements est tellement mince là, qu'une partie, peut-être même moins que ça, vous avez passé au travers. Donc, je me dis, mon Dieu, il n'y a presque pas de contenu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec les expansions au fil du temps, mon Dieu, que du stock. Aujourd'hui, ce jeu-là, il est complété. Ils ne font plus d'expansion, mais vous en avez assez pour jouer à l'infini. Okay? Donc, juste pour dire, là, les items, là, le paquet d'items est à peu près ça d'épais. Quand vous jouez à une partie de ça, vous en allez avoir peut-être 2, 3, 4, si vous êtes chanceux par joueur, maximum, gros maximum. Donc, la rejouabilité est à l'infini aujourd'hui avec toutes les expansions. Mais c'est un des avantages, ça vous prend des expansions. Si vous avez que le jeu de base, c'est bon pour une partie ou deux, mais vous allez avoir vite fait le tour des événements. Okay? Aussi, le temps de mise en place aussi, c'en est encore un autre qui a un temps de mise en place énorme. Énorme, parce que vous avez beaucoup de cartes à mélanger, beaucoup de cartes à brasser.
sortir tous les personnages, tous les jetons. Il y a beaucoup, beaucoup de composantes, beaucoup de choses à préparer pour le jeu. Ça, c'est sans compter si vous avez des cartes setup ou ce que vous allez avoir des mises en place différentes pour chacune des situations. Les expansions vous offrent des plateaux aussi de côté, des sideboards avec l'Égypte ou avec le Royaume des Rêves ou ainsi de suite. Donc ça, c'est encore d'autres éléments à faire de la mise en place. Donc, soyez prêts à consacrer une bonne demi-heure à de la mise en place avant de jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui disent que les mises en place énormes comme ça c'est un gros off pour vous. Là. Mais pour moi, que ça ne me dérange pas de le faire, ça me met vraiment dans l'ambiance du jeu. Mais une fois qu'on commence, là, ce jeu-là, il est vraiment là, ça vous fait entrer dans le jeu. Une autre chose à faire attention, c'est si vous jouez à ce jeu-là, prenez le temps de lire les cartes, prenez le temps de vous mettre dans l'ambiance. Parce que la grosse... comment je pourrais dire, la grosse chose qui peut arriver, qui va vraiment là, tuer votre ambiance puis votre gameplay, c'est on prend une carte, on regarde qu'est-ce qu'il faut lancer, qu'est-ce qu'il faut checker, on lance les dés suivants. Là, OK, on lit pas le texte, on sait pas ce qui se passe, pas l'histoire, on fait juste regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Quel dé faut que je lance là? Ceux-là, OK, bang, réussi, parfait, go, donne-moi le jeton. Ça va tuer votre ambiance, ça va tuer votre goût de jouer à ce jeu-là. Ben, il faut vraiment, là, c'est très narratif, c'est très immersif, il faut prendre le temps de lire, il faut vraiment, là, quand vous avez une situation ou un événement, OK, ben là, on va rentrer dans un pub, puis là, on va rencontrer telle personne, qui vous dit telle chose. C'est ça qui fait le jeu, c'est l'histoire, c'est ça qui m'a attiré beaucoup dans le jeu-là, c'est l'histoire au travers de tout ça. Au travers de votre partie, vous avez une histoire là, vraiment, là, je pourrais même dire multigénérationnelle, parce que quand votre personnage il meurt, vous en prenez un autre, puis vous recommencez. Puis celui qui est mort, vous pouvez aller le revisiter. Donc, s'il est devenu fou, vous pouvez aller à l'asile le voir, puis aller chercher les équipements qu'il y avait. S'il meurt, vous pouvez toujours faire une investigation du corps pour trouver des choses. Donc, ça finit plus vraiment le temps où ce que ça va finir, puis vous mourrez. C'est si le Ancient One, dans le fond, le Big Boss sort à la fin. Là, vos personnages, lorsqu'ils meurent, là, vous ne ressuscitez pas. Là. Mais entre-temps, si vous mourrez très tôt, vous pouvez prendre un autre personnage, puis encore une fois, avec les expansions, là, le choix de personnage est immense. J'ai pas joué à 25% des joueurs, des personnages là-dedans, même moins que j'ai essayé. Là. Donc c'est fou. Là. Vous avez énormément de stock, vous avez énormément de contenu dans tout ça pour durer là, des lunes et des vies entières. Là. Mais voilà, mais l'ambiance de jeu-là, c'est ce qui m'attire. L'histoire, c'est vraiment là. C'est pour ça que c'est mon numéro 4, donc Eldritch Horror. Donc, on tombe maintenant dans mon top 3. Donc, mon numéro 3, il a été détrôné récemment. Jusqu'à tout récemment, c'était mon numéro 2. Détrôné par qui? Bien, vous allez le savoir dans quelques minutes. Mais pour l'instant, je vais vous parler de mon numéro 3 qui est unique en son genre. Je parle bien sûr de Spirit Island. Donc, ce jeu-là, j'ai jamais vu une thématique comme ça. Je trouve ça vraiment original. On va jouer, on représente des esprits d'une île tropicale qui va aider les habitants de cette île-là à repousser des colons envahisseurs. On va tenter de leur faire peur. Ça va jouer avec des jetons de peur. On va sortir le plus de peur possible pour qu'ils puissent partir. On va utiliser tous les habitants à notre pouvoir, là, que ce soit là, les pousser d'aider les habitants à se révolter. Les animaux de la forêt, on va les mettre en fonction. On va faire des émeutes dans leur ville ou leur village. On va tout faire ce qu'on peut pour les faire partir. Donc, juste cette thématique-là, en partant, c'est hyper intéressant. Vous allez avoir tout. C'est principalement un genre de deck building, mais c'est plutôt. Je ne peux même pas dire c'est quoi la mécanique du jeu. Il y a de l'élément de deck building. Vous allez acheter des cartes pour améliorer votre paquet de cartes, vos actions à prendre. Par contre, très thématique encore, c'est que vu que vous êtes un esprit, vous allez oublier certaines choses. Donc, quand vous allez prendre des pouvoirs, plus votre pouvoir est fort, si vous prenez une carte qui est très forte, vous allez devoir oublier un autre pouvoir. Donc, c'est un élément qui va vous aider à améliorer et amincir votre paquet pour avoir vraiment les bonnes cartes. Mais c'est très thématique en son genre. Mais autre que ça, vous allez pousser des colons, vous allez les attirer vers la forêt où il y a des animaux qui vont les attendre. Vous allez comme... Il y a plein de choses là-dedans à faire qui est unique en son genre. Donc, tous les esprits là-dedans, ils sont vraiment très intéressants à découvrir. C'est toute une expérience. Chacun d'entre eux va vous offrir une expérience différente. Il y a des synergies à découvrir entre les esprits aussi. C'est vraiment là, c'est un monde à découvrir. C'est une découverte. À chaque partie, c'est une découverte, ce jeu-là. J'adore beaucoup. Par contre, soyez mis en garde, la complexité, elle est très élevée.
Mais pour aider le jeu, par contre, c'est une des meilleures façons de mesurer la difficulté dans ce jeu-là. Va vous offrir vraiment, OK, jeu de base, prenez ça. Apprenez comment jouer avec ça. Après ça, une autre étape de plus. C'est un petit peu, c'est pas modulaire, mais en quelque sorte, oui. Vous allez ajouter des modules puis des règles au fur et à mesure, mais c'est tellement bien fait puis bien équilibré que vous allez vraiment naturellement apprendre à jouer le jeu. Même les paquets de cartes vous avez les esprits qui ont leur paquet de cartes personnels, ben ils vont vous dire quelle carte mettre sur quelle par-dessus lequel, puis quelle utiliser lorsque vous allez monter de niveau pour apprendre le jeu graduellement, mécanique par mécanique. C'est vraiment, il était extrêmement bien fait et ça va vraiment très loin. C'est pas juste, on parle pas juste de facile, moyen, difficile. Non, ça va encore plus loin que ça. Vous allez pouvoir là, avoir là, des civilisations spécifiques qui vont vous donner des règles spécifiques. Vous allez avoir l'autre côté de l'île où vous allez avoir des tuiles un peu plus complexes. Vous allez avoir là, des cartes aussi avancées à jouer. Vous allez avoir là, des missions secondaires. Vous allez avoir toutes sortes de. L'échelle, la gradation de difficulté, elle est très bien faite, puis elle est en plusieurs cas. C'est énorme. Il y a plusieurs étapes à ça qui vont vous permettre de bien apprendre le jeu. Donc, pour ça, oui, il est très, très complexe, mais il est assez bien fait qu'il va vous amener tranquillement, pas vite, là, à vous familiariser avec le jeu. Puis, plus vous jouez à ce jeu-là, plus vous allez l'aimer, plus vous allez voir les côtés raffinés, plus vous allez vous raffiner au jeu, plus vous allez là, aimer les subtilités de tout ça. Il est vraiment là, c'est super bon. C'est vraiment là, un excellent jeu. Aussi, par contre, encore une fois, vu que oui, la complexité est là, il y a une bonne graduation de la difficulté, mais vous allez avoir à un moment donné un analysis paralysis. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux acheter? Donc, c'est tout à fait normal, mais encore une fois, vu que la difficulté est bien gradée, ça va vous aider beaucoup à passer au travers ça puis à vraiment bien jouer le jeu. Donc, c'est vraiment là, c'est pas un chef-d'œuvre, parce que le chef-d'œuvre, c'est mon numéro un, mais, à mon opinion, mais il y a beaucoup de personnes que je connais que ça, c'est dans leur top jeu. C'est le meilleur jeu qu'il n'y a pas pour eux, là. Et avec raison, parce que c'est vraiment unique. Puis j'adore beaucoup. Par contre, là, c'est sûr que quand on sort le jeu, puis on l'installe, puis on le met, là, il faut avoir la tête à ça. Parce que lorsque vous commencez une partie de Spirit Island, il faut que vous ayez les esprits aux bonnes places parce que vous allez devoir penser. Puis facilement et rapidement, ça peut vous mettre dans le trouble si vous prenez des mauvaises décisions en partant. En passant sur la plateforme Steam, il y a la version électronique de ce jeu-là qui est très bien fait aussi, super bien fait, mais évidemment, moi, je préfère les versions physiques des jeux. Côté ordinateur, c'est vraiment juste pour quand j'ai pas le temps de faire le setup, puis je veux commencer une partie puis la sauvegarder facilement. Mais autrement que ça, là, c'est vraiment là, un excellent jeu qui est mon numéro 3, Spirit Island. Donc, mon numéro 2, qui a réussi à détrôner Spirit Island, c'est un jeu que j'ai découvert assez récemment. On m'a prêté une copie, puis j'ai tellement adoré que je suis allé me chercher la grosse version de luxe. La boîte, elle est énorme. Je parle bien sûr de Dwellings of Eldervale. Donc, si vous n'avez pas essayé ce jeu-là, je vous le recommande fortement. C'est un petit peu dispendieux, mais il vaut la peine. Il vaut tout son pesant d'or. Ce jeu-là, ce qui m'a attiré, c'est qu'il y a plusieurs mécaniques dans ce jeu-là que j'adore. Il va y avoir le engine building, où on va faire notre tableau avec notre propre petit système pour nous aider. La mécanique principale, c'est du placement d'ouvriers. Par contre, en plus de ça, vous allez avoir du combat. Il va y avoir de l'exploration en sortant d'autres tuiles pour explorer le monde. Il va y avoir les miniatures, il va y avoir un système de pointage, un arbre avec là, les couleurs qu'on peut avoir. Les factions que vous pouvez prendre sont tous asymétriques. Vous avez deux côtés de la même couleur, sont toutes intéressantes plus que l'un l'autre. Des pirates, des avians, des espèces d'hommes-oiseaux. Vous avez des ogres, vous avez des paladins, vous avez toutes sortes de civilisations hyper intéressantes. Leurs habilités sont toutes différentes l'un avec l'autre. Les ouvriers, c'est des petits meeples, mais vous avez des meeples dragons, des sorciers, vous avez des guerriers, puis ils ont tous chacun leur habilité différente selon la faction que vous prenez. Donc, c'est vraiment un jeu très complet. Et en plus de ça, la version solo, l'intelligence artificielle, elle est hyper bien faite. D'ailleurs, je fais une démonstration de ça sur la chaîne, si vous voulez le voir, comment fonctionne le mode solo de jeu-là. De toute façon, le mode solo, la partie du joueur va jouer exactement identique, comme si vous joueriez une partie en compétitif avec plusieurs joueurs.
Donc, c'est vraiment un jeu là, qui est là, qui va toucher vraiment à toutes mes cordes sensibles que j'adore dans les jeux de société. Ben lui, il va les toucher, là. Il y a une excellente rejouabilité parce que vous avez là, plusieurs factions asymétriques. Donc, je pense qu'il y a à peu près il y a 8 couleurs en tout. Donc, vous avez 16 factions à essayer. OK? Donc, il y a beaucoup de rejouabilité là-dedans. Les cartes que vous avez, il y a une bonne diversité. Ça joue chaque faction se joue de façon différente. Les monstres, vous n'aurez pas à toutes les parties les mêmes monstres à toutes les fois. Vous allez en avoir là, le nombre de joueurs que vous avez, c'est le nombre de couleurs que vous avez sur les 8. Si vous avez la grosse version de luxe, vous avez 2 types de monstres. C'est pas toujours les mêmes monstres là, que vous allez avoir. Donc, chaque couleur a 2 monstres différents. Donc, j'adore ce jeu-là. Là, c'est vraiment un jeu unique en son genre. J'aime beaucoup. Les choses à surveiller, par contre, que j'ai moins aimé, en fait, ce que j'ai pas aimé dans ce jeu-là, c'est des petites choses qui peuvent être améliorées. C'est pas nécessairement un gros défaut, mais c'est des choses qui auraient été un petit peu été tweakées un peu plus. Entre autres, le système de combat là-dedans, il est très simplet. OK? Ça fonctionne très bien. Vous lancez, bon, mon adversaire a 3 dés, moi je m'arrange pour en avoir 4. On lance les dés, celui qui a le plus haut, il gagne. C'est tout. S'il y a égalité, on passe au 2e dé. S'il y a égalité, on passe au 3e dé, et ainsi de suite. Et si tu gagnes contre ton adversaire, ben, toutes les troupes, tous les ouvriers de ton adversaire vont vont en enfer, dans l'Underworld. Je ne sais pas si ça peut pas être l'enfer, mais ils vont dans la section des morts. Mais ils ont quand même un petit quelque chose qu'ils vont te donner. Mais le système de combat avec les dés, il est très simple, très simplet. Ça fonctionne très bien dans le jeu. Mais selon moi, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus à mettre sous la dent au niveau des combats. Là. Il y a une petite lacune là-dessus, mais c'est pas assez pour que ça brise le jeu, mais pas du tout. Là. D'ailleurs, c'est peut-être même une bonne chose parce qu'il y a tellement d'éléments dans le jeu de placement d'ouvriers, les cartes, le système qu'on va se construire, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que ça peut être une bien vue d'avoir un système de combat un petit peu plus simple parce que ça ne va pas plaire à tout le monde d'avoir des combats complexes et tout ça. C'est pas un jeu axé sur le combat. Là. C'est vraiment un petit plus qu'à ajouter, mais moi, personnellement, j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus à jouer avec le combat. L'autre chose aussi, c'est que chacun des monstres ont comme les habiletés spéciales. Puis selon moi, il y a peut-être des petites opportunités manquées sur certains monstres qui font pas grand-chose, à part de faire un combat avec plusieurs dés, puis ça te prend certaines... OK, ben pour vaincre ce monstre-là, ça te prend ça te prend un guerrier. Mais le guerrier, pour l'avoir, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu puisses l'acheter pour le sortir. Des petites barrières comme ça qui fait que les monstres, oui, ils vont mettre quelque chose en jeu, mais selon moi, il y a beaucoup d'opportunités qu'ils auraient pu faire pour complexifier puis donner plus d'avantages ou les rendre plus intéressants un petit peu plus. Là. Okay? Donc, ça, c'est mes 2 seules choses que je pourrais reprocher, si on veut, au jeu. Pour le reste, là, vraiment, là, les tours sont rapides à jouer. Donc, à ton tour à jouer, tu places un ouvrier ou tu ramènes tes ouvriers. That's it. Ce qui va vous faire les combats, puis l'exploration, puis le engine building, c'est où est-ce que vous allez placer votre ouvrier, ce que sur la case, c'est ça qui va vous bifurquer vers les autres mécaniques. Mais autre ça, à la base, vous placez un ouvrier, si vous n'en avez plus à placer, vous les ramenez. Puis il y a des règlements pour les ramener, qu'est-ce que ça fait. Puis quand on les place, tout dépendant où est-ce qu'on les met, c'est ça qui va dire quoi faire. Mais autrement que ça, c'est aussi simple que ça. Là. Donc, puis le livre d'instruction est très bien fait, c'est vraiment pas un jeu complexe. Pour la grosseur que c'est, puis pour toutes les mécaniques que ça offre, puis pour toute l'expérience que ça offre, c'est un jeu qui est quand même assez simple, mais vraiment très, très bien fait. Là. Donc, certains éléments qui auraient pu être un peu mieux faits, un petit peu trop simples, mais bon, c'est vraiment minime pour moi. Là. Donc, c'est mon numéro 2, qui est Dwellings of Eldervale. Et on arrive enfin à mon numéro 1. Donc, ça va surprendre absolument personne. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes que sur leur liste, c'est le numéro 1. Pour moi, ce jeu-là, c'est un chef-d'œuvre. Okay? C'est un chef-d'œuvre. L'expérience de jeu que j'ai eu à jouer à ce jeu-là, à chaque fois, là, je suis aux petits anges quand je joue à ce jeu-là. Là, j'en mangerai tous les jours. Je parle bien sûr de Mage Knight. Donc, que voulez-vous? C'est mon jeu préféré. Je pense que ça va prendre un sacré jeu pour le détrôner de mon numéro 1. Ça va prendre quelque chose de vraiment là, spectaculaire. Pour moi, là, ce jeu-là, c'est la version ultime de tous les jeux pour moi.
Ça va englober encore une fois, un petit peu comme Dwellings of Eldervale, beaucoup de mécanique. Okay? Donc on va avoir du deck building, il va y avoir de l'exploration. Vous allez avoir là, un petit peu d'engine building quand vous allez acheter vos troupes. C'est un petit peu un petit système que vous allez faire. À toutes les parties que je vais jouer, je vais avoir des défis énormes à tous les fois. Chaque main que vous allez avoir, c'est un puzzle à élucider, un mystère à élucider, de pouvoir prendre les cartes qu'on a, de se rendre du point A au point B, être capable de rentrer dans la forteresse, d'attaquer tout ça, de se défendre, d'attaquer avec 5 cartes dans nos mains, ou 6 ou 7, tout dépendant là, si on est rendu assez loin dans la partie. C'est bien fait. Donc, les cartes vous donnent plusieurs possibilités de choses à faire. Il y a toujours 2 sections sur les cartes, une section de base, puis une section là, avancée si on paye là, la magie pour le faire, le fameux mana. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là? Il y a une très grande rejouabilité, ce jeu-là. Donc, à toutes les fois, vous allez avoir une partie différente. Les tuiles vont être placées différemment. Les monstres ne seront pas les mêmes. Vous avez plusieurs scénarios dans la boîte qui vous donnent des styles de jeu différents. Conquérir des villes, rentrer dans les donjons. Vous allez avoir là, l'expansion là aussi là-dedans. Si vous achetez la version ultime, tout est là, absolument tout sur le jeu. L'expansion, là, il va vous offrir là, un adversaire en Volcare qui va vous donner 2 scénarios de plus complètement différents, des cartes de plus. Vous allez avoir un personnage de plus dans une autre expansion. Vous allez avoir, là, bref, sans compter les expansions, juste la boîte de base, là, c'est vraiment là, suffisant pour pratiquement là, toute une vie. Si vous aimez là, vraiment, là, pas vous casser la tête. Okay? Vous allez avoir un challenge à chaque carte, mais c'est pas un brain burner. Vous n'allez pas là, vraiment là, exploser comme exemple Leaving Earth, là, où il va y avoir du calcul mental. Ce ne sera pas vraiment ça. Ça va être comment rendre votre main la plus efficace possible. OK, je veux avancer là puis attaquer là, mais je peux le faire avec cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, ça m'en prend 4. Ouais, mais si je prends le mana que là pour le mettre ici, je vais pouvoir économiser cette carte-là pour la jouer pour faire d'autres choses. Donc, au fil du temps, c'est comme un bon vin, ce jeu-là. Vous allez pouvoir raffiner vos techniques, raffiner votre jeu. Vous êtes beaucoup plus efficace dans vos mains. Au début, là, conquérir les 2 villes, ça va vous sembler énorme et très difficile, mais avec le temps, ça va venir quand même pas si pire. Je fais une séance de jeu sur la chaîne où ce que vous allez voir là, la conquête là, des 2 villes. J'ai réussi à le faire, mais vous allez voir la progression des personnages aussi. Au début, on commence avec nos choses de base. On est déjà un mage puissant. Puis plus ça avance dans le jeu, plus on va devenir encore plus puissant. Là, vers la fin, on va être capable de one-shotter des dragons quasiment. Là. On va pouvoir rentrer dans une forteresse, puis prendre les gardes qu'il y a là, puis l'armée qu'il y a là, puis s'en débarrasser. On va attirer des troupes avec nous. On va avoir de l'influence à gérer aussi. Est-ce qu'on est sur le bon côté, sur le mauvais côté? Si on va trop rentrer dedans dans les forteresses, on va avoir une influence négative. Ça va être plus difficile de recruter. Les gens ne voudront pas venir avec nous. Mais il y a des cartes qui vont vous permettre de les forcer à rentrer avec nous. Bref, vous avez, c'est toute une saga épique à chaque partie que vous allez faire. Là. J'ai vraiment adoré ce jeu-là. La chose qui, comme je disais, tout jeu n'est pas parfait. Pour lui ici, ce que je n'aime pas dans ce jeu-là, c'est, en fait, ce que j'aime pas, les désavantages à avoir, c'est au niveau du livre d'instruction. Le livre d'instruction, s'il est vraiment mal fait, le texte est écrit en petit, vous n'avez pas beaucoup d'illustrations, les sections sont mal faites un peu, vous allez vous chercher là-dedans, puis c'est beaucoup de choses à lire, c'est très pesant. Par contre, il y a moyen de passer au travers ça, regarder une session de jeu. Moi, j'ai appris ce jeu-là en écoutant Ricky Royale sur sa chaîne. La façon qu'il explique tout en jouant, ça a été pour moi une révélation. J'ai même pas eu besoin de lire le livre d'instruction. Okay? À ce point-là, comment c'est bien fait. Là. Au pire, regardez aussi ma session de jeu, vous allez apprendre en jouant par le fait de faire. Si vous êtes moindrement visuel, là, regardez comment les mécaniques fonctionnent, vous allez tout comprendre. Là. Le livre de règlement à ce moment-là va être juste pour peaufiner certaines petites règles spécifiques. Là. Mais parce qu'en une partie, vous allez avoir à peu près toutes les situations possibles vont vous tomber dessus. Donc, en regardant une partie, vous allez vraiment savoir comment ça joue. Mais pour le livre d'instruction, par contre, là, même dans la version de ultime, ça laisse à désirer. Ça va être difficile à comprendre au début parce qu'il n'est pas bien fait du tout, là, malheureusement. Mais ça n'enlève rien au jeu. Une fois que vous comprenez comment je joue, le livre d'instruction, là, oui,
c'est vraiment, là, c'est vraiment phénoménal comme jeu, là. L'autre chose aussi que ça va peut-être déplaire à certaines personnes, moi ça me dérange absolument pas. Ça mentionne ici un jeu de 1 à 4 personnes. Je ne vous recommande pas jouer à 4 parce que le tour d'une personne c'est déjà assez long. Ou si vous jouez à plus que 2, moi ce que je fais là, quand j'ai eu certaines parties que j'ai joué à 3 joueurs, ben vu qu'on n'a aucune interaction, okay, la seule interaction que les joueurs peuvent avoir entre eux, il y a 2 circonstances. Vous pouvez vous battre un contre l'autre, ce que je ne recommande pas parce que vous perdez du temps, vous perdez des cartes, vous perdez des ressources, vous vous blessez pour rien. Donc, mais c'est quand même quelque chose qui peut se faire un combat un contre l'autre. Et aussi, si vous jouez en coopératif, vous pouvez attaquer ensemble des villes. Okay? C'est les 2 seules situations où les joueurs vont avoir de l'interaction ensemble. Et la plupart du temps, moi, je joue en coop parce qu'on a un objectif commun. C'est déjà assez difficile de prendre les villes ou faire l'objectif du scénario sans qu'on se tabasse dessus puis qu'on qu'on se donne des désavantages l'un l'autre. Ça, ils l'ont mis quand même. Il y en a peut-être qui aiment ça, ce mode-là, mais pour ce jeu-là, ça ne fit pas, selon moi. Donc, quand on joue en mode coopératif, ben, on s'aide. OK? Ben, regarde, ça, c'est les cartes que j'ai. J'essaie de faire ça. On va s'aider, on va prendre la main d'une personne, puis on va partager comment on joue. Alors, mais peut-être si tu fais ça comme ça, peut-être comme ça. On va donner des suggestions à la personne avec la main qu'il a. Donc, ça rend le tout interactif, ça rend le tout vraiment compétitif parce qu'on va s'aider avec les cartes qu'on a entre les mains. C'est pas nécessairement quelque chose qui va dire, ben va là, fais ça. Non, ben gars, OK, je veux faire ça, mais moi, je veux faire ça, mais ces cartes-là, j'y arrive pas. Est-ce que vous voyez quelque chose que je peux faire pour y arriver? Fait que là, on va tout se pencher, on va l'aider, C'est ça, parce que si vous ne faites pas ça, si vous jouez à plus que 2, vous allez attendre que l'autre regarde ses cartes, puis qu'il réfléchit, puis qu'il fait des petits tests. Ça va être très long entre les parties. Donc, il faut que vous vous aidiez. Sinon, là, c'est un jeu solo parfait. Vous prenez vos cartes, vous faites votre train de chemin, vous allez faire votre scénario. Super, il n'y a aucun changement qu'une partie multijoueur en jouant comme ça. À 2 aussi, ça se fait bien, parce que pendant qu'un fait l'autre, pendant un fait ses choses, l'autre peut regarder qu'est-ce qu'il peut faire. Mais encore une fois, on peut s'aider aussi là, en regardant les cartes qu'on a. Parce que vous allez voir les cartes que vous avez, comme je dis, c'est d'une façon. Vous allez bien réussir à ce jeu-là si vous êtes efficace avec votre façon de faire. Mais il n'y a pas de problème, le jeu pardonne. Vous allez pouvoir arriver à vos fins, même si vous n'utilisez pas vos cartes à bon escient de façon prime optimale. Vous allez pouvoir quand même y arriver. Mais avec le temps, vous allez trouver des trucs, vous allez devenir bon à ça. Puis c'est ça qui est le fun d'un jeu, c'est là que vous avez une bonne progression. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un bon vin, plus on joue, plus on se raffine, plus on l'adore, ce jeu-là. Au début, c'est une grosse barrière à l'entrée avec le livre d'instruction, mais une fois que vous commencez à jouer, j'ai plusieurs de mes amis que j'en leur en ai parlé, puis ils ont fait que ça a l'air compliqué, puis aujourd'hui, c'est leur jeu préféré aussi, là, ils l'adorent. Donc, pour moi, là, Mage Knight, c'est mon top of the top. Ça va prendre vraiment un petit miracle de jeu pour le détrôner de ça, de la première place. Okay? Donc, mon numéro 1, Mage Knight. Alright, donc c'est tout. C'était mon top 20 de tous les temps. J'espère que vous avez aimé ma liste. J'espère sûrement que il y a des jeux où vous êtes d'accord, d'autres vous n'êtes pas d'accord. C'est tout à fait normal. On a tous nos préférés, on a tous nos goûts dans certains jeux. Qu'est-ce qu'on aime faire? Moi, comme vous avez vu, j'ai plutôt tendance à avoir les jeux complexes un peu. Aussi les jeux de l'espace, c'est plutôt un peu mon style. Mais j'en ai un petit peu pour tous les goûts dans ma liste quand même. Donc, voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez, là, comme je disais encore une fois, s'il y a des jeux là, que j'ai présentés que vous aimeriez voir, s'il y en a que vous aimeriez que j'essaie de me procurer peut-être, là, faites-moi savoir vos suggestions. Qu'est-ce que c'est quoi vous, votre jeu préféré? C'est quoi votre top jeu que vous ne pouvez pas démordre, vous l'avez dans votre collection puis ça ne bouge pas de là? Qu'est-ce que vous aimez sortir quand vous avez des amis qui viennent faire des visites? Vos soirées game là, de jeu, c'est quoi vos mécaniques, vos styles de jeu vous préférez? Donc, laissez-moi savoir tout ça, là, je serais bien curieux de vous lire là-dessus. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir suivi là, mon top 20, puis j'espère que vous avez aimé. Je vais essayer de refaire le tout là, à tous les X nombre de temps. Normalement, c'est une fois par année ou aux 2 ans, puis le temps que la liste change un peu. Mais pour l'instant, en date de mai 2021, c'est mon top 20 de tous les temps. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se revoit là, pour une autre session de jeu ou un autre unboxing très bientôt. Au revoir tout le monde.